Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je regarde autant la salle que mon écran. Et voilà, prenez place, on va commencer. Donc, l'association des alumni HEC est ravie de vous accueillir pour notre deuxième conférence au format hybride. Voilà, on apprend. La première s'est bien passée, il n'y a pas de raison que celle-là ne se passe pas tout aussi bien. Je souhaite évidemment la bienvenue à tous ceux qui nous suivent via Zoom. Que vous soyez à l'autre bout du monde ou à deux pâtés de maison ici, c'est fabuleux. Ça vous permet aussi d'être avec nous, même si un petit peu à distance, mais au moins de pouvoir aussi en apprendre plus sur les secrets. Je tiens évidemment à remercier tous nos membres cotisants. Sans vous, ce ne serait pas possible. Vous savez qu'on vit grâce à vous, on ne fait pas partie de HEC. Et je souhaite remercier aussi tous nos partenaires principaux, dont Mme Vézinan est ici présente de IBC. Voilà, pour les questions logistiques, avant qu'on se lance quand même, donc la présentation de notre intervenant, M. Blanc, durera une trentaine de minutes, qui sera suivie par une session de questions-réponses. Donc, pour ceux ici dans la salle, je vous demanderai de lever la main et on vous donnera la parole. On retourne un peu à l'école, on dira. Pour ceux sur Zoom, vous pouvez en tout temps envoyer vos questions via le chat à point d'interrogation modératrice alumni HEC. Il y a Toine, qui est notre assistante de choc étudiante, qui les lira à haute voix pour que M. Blanc puisse y répondre. Je remercie IBC Broker, qui est un de nos partenaires principaux, pour leur fidèle soutien. Merci beaucoup. IBC est experte, entre autres, dans les conseils en matière de risque cyber et de santé au travail en entreprise. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que nous avons le privilège de recevoir M. Vincent Blanc, CEO de ISMA Group. On se réjouit de vous entendre. Vous avez tous pu consulter la biographie de M. Blanc lors de votre inscription. Je pense que vous êtes plus à même d'en parler ou de répondre à des questions si elles arrivent. Moi, j'aimerais juste mettre en avant ce qui m'interpellait le plus par rapport à qui vous êtes et votre parcours, c'est votre expérience et l'expertise vraiment dans la gestion de carrière, dans la formation de managers, aux pratiques du bien-être et de la performance des équipes en particulier. Et le fait que vous avez, il me semble, très vite été alarmé par l'émergence des burn-out et des conflits au travail et de l'importance de les mesurer en temps réel. Donc voilà, M. Blanc a formé plus de 70 000 managers et donné une centaine de conférences. C'est à notre tour, merci beaucoup. Donc, 7 secrets pour s'engager sans s'épuiser et retrouver le plaisir au travail. Il est clair que depuis 10 ans, on en parle, on l'entend, et bien avant le stress de la pandémie, tout ce qui était burn-out et absentéisme a cessé d'augmenter. Et quels sont les secrets justement des collaborateurs qui ont gardé le plaisir de travailler, surtout que le contexte devient de plus en plus exigeant. Donc l'épuisement, la fatigue, l'anxiété, c'est des mots qui peuvent s'appliquer à nos équipes, nos familles, etc. Mais soyons honnêtes aussi à nous-mêmes. Donc voilà, nous nous réjouissons d'en savoir plus sur ces 7 réflexes pour travailler sereinement et je vous remercie et je vous passe la parole. Merci. Vous avez du monde qui sont connectés? Il y a combien de personnes à peu près? Une trentaine. Une trentaine, bien. C'est bien. Voilà, donc ravi de partager ce moment avec vous. Mon métier, c'est de préparer les entreprises à engager les collaborateurs de demain. C'est notre vocation, c'est aussi notre vision. Ça peut paraître surprenant, mais c'est surprenant d'ailleurs, parce qu'il y a bien longtemps, on n'aurait pas pensé qu'un jour, une entreprise puisse gagner sa vie à aider une entreprise à savoir comment faire travailler les gens. Donc pour ceux qui ont une longue carrière derrière eux, je pense que vous vous souvenez d'une époque où ce genre de discussion n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. On va faire cette présentation rapidement en 2 temps, et puis peut-être qu'on prendra les questions un petit peu avant la fin. En fait. Parce qu'il y a peut-être plus d'intérêt dans les questions finalement que dans la conférence dans son ensemble. Pour comprendre un peu ce thème de conférence qui est assez attractif comme ça finalement, eh ben, il faut comprendre qu'elle vient d'une problématique qui n'est pas attractive du tout, qui est la souffrance au travail. On est confronté aujourd'hui chez ISMAT à travailler sur des demandes de gens en détresse, c'est-à-dire des entreprises qui identifient des collaborateurs qui sont en détresse
qui savent que ça ne va pas du tout s'arranger, peut-être s'empirer, et donc qui nous contactent. J'ai créé une société qui s'appelle la Clinique du Travail il y a 10 ans exactement. Et la Clinique du Travail a pour vocation aujourd'hui de réinsérer ces gens, de les aider à retrouver du plaisir au travail. Et de manière surprenante, on a vu les burn-out depuis quelques temps exploser. Peut-être que pour certains, ça ne vous parle pas. Pour ceux qui en ont fait, ça leur parle beaucoup. C'est plus une problématique mystérieuse, le burn-out, c'est plus une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est bien réel. C'est quelque chose qui est étudié maintenant. Enfin, l'université s'intéresse à faire des études sur la question du burn-out de manière nationale, mais aussi de manière internationale. Donc, c'est un vrai sujet. Et finalement, on s'est demandé comment certaines personnes tirent leur épingle du jeu et ne vivent pas du tout cette réalité de stress au travail, de souffrance au travail, et ça, indépendamment de leur âge, indépendamment de leur sexe, indépendamment de leur métier, indépendamment de la taille de l'entreprise. Donc, on a vu, à quelque part, des tas de gens qui sont en extrême difficulté, puis il y en a qui savent très, très bien faire. D'où la question de se dire, mais comment ils font ces gens pour s'en sortir? Finalement, c'est quoi leur secret? Et cette petite intervention aujourd'hui est née de cette problématique. D'un point de vue psychologie du travail ou d'un point de vue presque social ou sociétal, c'est assez intéressant comme problème. C'est même une problématique qu'on trouve dans les sondages d'opinion qu'on fait dans une organisation. Vous savez, très souvent, les entreprises font une fois par année ou une fois tous les 2 ans un sondage satisfaction. Et puis, on vous dit 80% de nos collaborateurs sont satisfaits, 20% sont un peu moins satisfaits. Tout le monde sait, je suis bien placé pour le savoir, puisqu'on en fait beaucoup de ces sondages, que ces chiffres ne veulent rien dire du tout et nous compliquent même certainement la tâche, parce qu'en réalité, on se rend compte que ces entreprises sont compartimentées en gens qui vont très bien, en gens qui vont moyennement bien, et en gens qui ne vont pas bien du tout. Et que cette réalité, elle évolue dans le temps. C'est-à-dire qu'un jour, ces gens qui vont bien, peut-être qu'ils ne vont plus bien aller. Et c'est ça le problème, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a aujourd'hui un emploi où on ne peut le supporter que quelque temps? Est-ce que finalement, l'emploi pour toujours, comme ça, en lien avec sa formation, en lien avec sa volonté, est-ce que je dois me résoudre à comprendre que je serai capable de le supporter que quelque temps? Vous voyez, ça, c'est une question que personne ne se pose aujourd'hui, ni à l'Uni, ni en formation, ou qu'on commence à se poser peut-être, mais c'est quelque chose qui est vraiment très actuel. Ben, la vérité est là. Aujourd'hui, on sait, avec les chiffres, on sait avec nos données, que des collaborateurs ne peuvent pas tenir dans un poste plus de tel temps. Et une RH de Genève me disait, voilà, je suis consterné, je dois engager 60 personnes pour une opération de notre département. On sait que ces gens, dans une année et demie, seront malades. Vous voyez, c'est terrible d'entendre ça. Donc, en fait, ces gens qui viennent signer un contrat avec tout le plaisir de retrouver un emploi, ils signent, entre guillemets, leur arrêt maladie. Ça, personne ne vous le dira, vous ne le trouverez jamais dans la presse, vous ne le trouverez jamais nulle part, parce que ça passe complètement sous les radars, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on n'a aujourd'hui pas de capacité à l'avance de savoir si un emploi est dimensionné pour pouvoir le supporter. Et personne aujourd'hui peut le dire, puisque demain, dans 5 ans, cette même entreprise aura peut-être des conditions de travail qui vont tellement évoluer que ce qui était agréable aujourd'hui va devenir insupportable demain. Alors, pour vous donner quelques chiffres, bien, dans le domaine des soins hospitaliers, et je précise que ça n'a rien à voir avec le Covid, aujourd'hui, on a des départements de soins, des secteurs qui sont composés de 50, 100, 200, 300 personnes qui ont 25% de taux d'absence. Oui, 25% de taux d'absence, ça ne vous dit pas grand-chose, ça ne vous parle pas beaucoup. Je peux vous dire que c'est à peu près 2 heures supplémentaires pour ceux qui sont au travail ce jour-là pour pouvoir combler l'absence des autres. Autant vous dire que personne ne les fait. Ce n'est pas possible. Donc, ces gens sont condamnés à tomber malades de faire de la surcharge et des heures supplémentaires. Et c'est bien le problème. C'est des entreprises qui ont des malades, des heures supplémentaires générées par les absences des autres. Donc, la boucle est infernale et ces entreprises ne s'en sortent pas. Voilà. Donc, c'est des problématiques qui sont aujourd'hui bien connues, pour lesquelles on n'a vraiment pas de réponse. Et moi, je vais vous dire, ça fait 25 ans que je fais ce métier et j'ai de moins en moins de réponses, en fait. Si j'avais des certitudes il y a 15 ans, parce qu'au fond, la matière était assez palpable et les décisions étaient assez faciles et les gens étaient assez enthousiastes pour mettre en place des choses.
Ben, aujourd'hui, on a le même enthousiasme, mais j'ai eu un téléphone avant de venir, un long téléphone, une longue séance avec une entreprise du domaine du décolletage dans le Jura qui m'annonce que leur taux d'absence est de 13% et qu'il a presque doublé en 2 ans, alors qu'ils ont déployé un ensemble de mesures inimaginables il y a encore 15 ans en arrière pour essayer de faire de la santé en entreprise. Donc, les systèmes sont compliqués. D'où la question de l'évolution du monde du travail, parce que si on veut comprendre finalement qu'est-ce qui nous attend pour travailler, il faut comprendre cette évolution. Et l'évolution du monde du travail, il faut se rendre à l'évidence, on est en permanence en train de créer de la valeur. Donc, aujourd'hui, l'entreprise en Suisse est condamnée à innover constamment à l'obsession. D'ailleurs, on est en Suisse, vous avez vu qu'on a été plusieurs années affilées comme étant la Suisse entreprise innovante internationale, première place de l'innovation, mais tout ça a un prix. Deuxième point, c'est qu'on est en mode de compétition acharnée, il ne faut pas se le cacher, même une entreprise qui a beaucoup d'argent, qui a une position sur le marché dominante, qui a une marque, qui a une image de marque, qui a des produits extraordinaires, n'est pas du tout dans une position de repos. Il n'y a plus cette position de repos. On l'avait par le passé, certaines saisons, on pouvait se dire, ben voilà, maintenant, c'est réussi, on sait que pour Noël, on a gagné la partie, on est en septembre, c'est réussi, c'est bon, les gars, les commandes sont rentrées, la capacité de production est 100%, ben, c'est fini, on est en compétition acharnée, et je m'interroge si finalement les acteurs de ces entreprises n'entretiennent pas ça eux-mêmes de manière inconsidérée finalement. Un peu pour faire partie de la bande. Il faut faire des affaires, on ne s'arrête jamais. On travaille le soir, on travaille le week-end, on travaille à Noël, on travaille pendant les fêtes. Et puis, alors le corollaire de ça, c'est que ces mêmes entreprises, a priori riches, donnent toujours moins de ressources. Voilà, c'est pas qu'on va vous dire, mais vous inquiétez pas, engagez, cherchez, engagez, on y va. Non, c'est toujours moins de ressources et les managers ont pris l'habitude de dire cette citation horrible qui est de dire vous ferez toujours plus avec moi, en fait, hein, on va optimiser en permanence, quoi. Voilà, donc la règle de l'évolution du monde du travail, c'est en permanence la rapidité, les changements, l'agilité. Ce document que vous avez là, vous pouvez tous le recevoir, je le mets à disposition à tous ceux qui le veulent, hein, ça passera par madame. Donc, c'est pas besoin de prendre des notes. L'évolution des emplois aussi, eh bien, les emplois ont changé. Alors, si le monde du travail change, évidemment, en symétrie, les emplois, les postes de travail vont changer. Et c'est bien la complexité, c'est qu'un cahier des charges, il est obsolète le jour où on l'écrit, hein, le lendemain, c'est déjà plus ça. Donc, voilà, mais on doit quand même le faire. Donc, on a une demande d'adaptation au changement et de souplesse au poste continue. La pauvre personne qui signe son contrat comme assistant de gestion, bon, bah, dans 6 mois, il s'appellera toujours assistant de gestion, mais probablement qu'il aura des tas d'autres choses à faire. Et croyez-moi, ce ne sera pas en moins. Cette personne qui a signé son emploi et le sourire aux lèvres, elle n'a aucune certitude de le garder. Aujourd'hui, personne, je ne connais pas un chef d'entreprise, ni un RH, ni un manager, qui peut dire « T'inquiète pas, on est chez nous, on garde les gens ». Ça n'existe pas. Il n'y a aucune certitude. Et en tant que collaborateur, on doit vivre avec ça. Et puis, on va demander, et c'est ça qui est formidable, toujours plus d'initiatives personnelles. Et je ne sais pas si vous avez tous connu ça, mais peut-être vous n'avez pas connu ça à cette intensité-là. Parce que si parmi vous, des gens, ceux qui nous écoutent sur Zoom ou vous ici, vous avez travaillé sur, je ne sais pas, sur des machines, par exemple, avec de l'équipement, je ne sais pas si c'est le cas de certains, mais certainement, eh bien, votre marge de travail dans les gestes que vous procurez avec cet équipement est définie. Hein, si vous avez une machine technique qui doit aller faire de l'analyse ou faire des mesures ou bien étiqueter, ben, vous n'allez pas faire de l'informatique, vous n'allez pas faire du dialogue, vous n'allez pas faire de la com, vous allez étiqueter automatiquement des paquets et puis surveiller la qualité, puis vérifier la pression, etc. Bon, ben, ça veut dire que votre environnement, il est défini dans un ensemble de choses qui ne peuvent pas tellement bouger, quoi. Vous pouvez travailler plus vite, ok, mais c'est toujours la même chose. Bon, et bien dans les services, qui, souvenez-vous, il y a 20 ans, on disait la révolution, ce sera les services. Ben maintenant, on les a, la révolution, bien sûr. Parce que le service a cette faculté de ne pas être une machine, d'être indéfini et de manger toujours plus. Voilà. Et donc, on est dans une situation où les collaborateurs n'ont de cesse que de s'investir toujours plus en initiative, en créativité, etc., qui fait qu'on ne se sort plus. Mais paradoxalement, la tendance des collaborateurs d'aujourd'hui dans les emplois, c'est ce que je vous mets là, ils souhaitent vivre une aventure professionnelle, on ne veut plus vivre une expérience professionnelle. On veut rentrer dans une histoire d'aventure professionnelle. Les temps de la société, je vais passer un peu plus vite,
il y a un truc extraordinaire que j'ai vu d'un journaliste, malheureusement j'ai oublié son nom, qui dit « Aujourd'hui, tout un chacun souhaite vivre plus de bien-être ordinaire, donc augmentation, et plus de moments extraordinaires. » On voit la société de consommation qui se dessine à travers, mais ça décalque aussi sur le monde de l'emploi. À quelque part, la génération Z, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui, veulent aussi vivre ça dans le travail. La société, c'est toujours moins disponible, plus occupée. On vit des activités connectées. Ma fille, qui est anthropologue, me disait, quand je râlais sur l'autoroute de voir des gens qui traînaient là, elle me dit, mais papa, c'est la voie Instagram. Je dis, mais attends, c'est quoi? Mais regarde, à droite, on a baptisé la voie droite de l'autoroute. Ils sont tous sur leur smartphone. Et c'est vrai, je veux dire, tout le monde sait que c'est interdit, mais soyons réalistes, tous les gars, ils sont comme ça, quoi. Et c'est exceptionnel, qu'ils soient chauffeurs de camion ou sur une trottinette, les gars, à droite, quand ils roulent à 90, au lieu des 120, ils sont sur les réseaux sociaux, quoi. Et je vous permets de vous dire que c'est de 18 à 88 ans. C'est pas, j'en vois certains ici qui pourraient penser, c'est les jeunes. Et puis aujourd'hui, la société veut toujours plus de confort, toujours plus de liberté et plus de temps libre privé. Vous voyez, ça complique, ce n'est pas forcément logique. De surcroît, la carrière n'est plus un enjeu. Vous avez connu, certains d'entre vous, le plaisir d'être promu, de chercher une promotion, de vouloir une promotion. Aujourd'hui, si vous les cadres, quand vous leur dites qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton emploi, ils disent surtout, enlève-moi la responsabilité de manager, quoi. Laisse-moi bosser comme expert tranquille tout seul, mais mon équipe, je te la donne. Donc, on voit des gens qui se dégradent. On voit des gens qui demandent à descendre dans les statuts parce qu'ils n'en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'en comme manager, ils ne tiennent plus. Les technologies, alors c'est le dernier point avant d'entrer sur ces trucs, mais après, je vais quand même avoir quelques questions. Les technologies, il faut comprendre, c'est encore un univers d'information qui passe un petit peu sous les radars. Je me suis aperçu qu'il y a très, très peu de gens qui s'intéressent à ce que le monde du travail produit comme nouveauté, comme innovation dans les détails. Donc, j'entends par là que le grand public n'est pas très au courant de ce qui se prépare finalement. Par exemple, êtes-vous au courant que la taxation, la fiscalité, etc., va être automatisée? Il n'y aura plus de fiscalistes. Bon, ça peut vous surprendre, mais si je vous dis qu'il n'y aura plus de caissières, ça vous surprend moins. Il y a 10 ans, vous m'auriez dit, attends, Vincent, ah là là, tu pousses. Bon, on ne pousse rien du tout, parce qu'il n'y a non seulement plus de caissières, mais maintenant, il n'y a même plus besoin de payer. Hein, dans les magasins, vous avez vu, en Chine, vous prenez un truc, et puis vous mettez dans la poche, et puis vous sortez, et puis vous êtes débité sur votre compte, quoi. Voilà. Mais bien entendu, hein, il n'y a plus de système de paiement. Il n'y a que des caméras qui vous suivent. Bon. Alors, ce n'est pas de la science-fiction ce qu'on vous raconte. On n'est pas sur Warner Bros. Là. On est en train de vivre une réalité qui est forte, qui perturbe beaucoup. Donc, robotique, automatisation s'impose mondialement. Vous allez voir des robots partout, mais vous allez les voir en les acceptant. C'est-à-dire que vous n'allez pas, comme vous voyez un film de science-fiction, dire « Ah, mais c'est incroyable ce qu'imaginez ». Bon, non, vous allez dire « C'est normal ». Il y a un robot qui se promène, qui balaye, qui essuie, qui vient. Et Honda, ou je ne sais plus quelle grande marque, vient de produire le premier humain Android qui vous raconte sa vie, quoi. Bon, c'est un peu surprenant quand même. La révolution des big data et des business intelligence serait la cadence, et ça c'est une des choses qui va nous envahir, enfin qui est déjà bien présente, mais peut-être pas encore dans les esprits. Longtemps on a pensé que de cumuler des données à travers Google, ils peuvent cumuler les données que vous voulez, mais de toute façon qu'est-ce qu'ils en font? C'est tellement gigantesque qu'on ne va pas être capable de les traiter. Détrompez-vous bien, la business intelligence dévore les données. C'est-à-dire que plus un système d'intelligence artificielle obtient des données, plus il est heureux et plus il devient puissant. Donc aujourd'hui, on sait absolument tout sur tout et tous les systèmes qui vont s'installer vont changer le monde du travail. Puis la dernière chose, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire que vous avez vu comme on a été capable en quelques mois de s'adapter à un travail à distance, de continuer à travailler. Les actions en bourse, elles ont explosé. Ceux qui ont des titres parmi vous n'ont jamais gagné autant d'argent que dans un système qui était complètement secoué, parce qu'on a une capacité de se retourner en dématérialisation qui est absolument phénoménale, mais qui crée évidemment de la souffrance et qui rend la chose compliquée. Donc, vous voyez bien qu'on est très clairement sur le rythme des nouvelles technologies et qu'elles avancent beaucoup plus vite que notre propre plaisir et notre propre carrière personnelle. Le management aussi, alors je l'ai créé hier ce slide, parce que j'ai lu cet article, peut-être il ne vous a pas échappé, sur l'Illustré qui parle des nouveaux managements. Et je vous conseille de le lire d'ailleurs, je n'ai pas pu vous l'attraper, mais enfin il tourne sur les réseaux sociaux en ce moment, et qui montre comment les entreprises
sont capables de définir que le bonheur au travail devient une source d'investissement et de rentabilité. C'est exceptionnel avec des community managers qui deviennent comment est-ce qu'on appelle, des happiness chief officer. Ça, c'est exceptionnel. Ça, pour vous qui avez une carrière assez longue, ça va quand même vous faire sourire. Happiness chief officer. Voilà. On a réussi à inventer un business model sur d'appuyer encore plus en faisant croire aux gens qui seront dans le bonheur, qui est un truc inimaginable. Pour ceux qui veulent faire carrière, je ne vous recommande pas de vous investir là-dedans. L'entreprise délivrée, alors vous avez peut-être entendu ce terme, moi je ne sais pas si vous connaissez ça, mais l'entreprise délivrée ou l'entreprise libérée, qui est un mode de management qui dit, ben, voyez, vous êtes libre. En fait, il n'y a plus de management, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de contrôle, tout dépend de vous, etc. C'est un système fabuleux, c'est un piège exceptionnel pour faire travailler les gens encore davantage. Souvenez-vous, je vous ai expliqué que comme ils n'ont aucune contrainte au niveau de leur procédure de travail, finalement, quelqu'un peut partir dans tous les sens. Et ben, partir dans tous les sens, c'est ce que tous les patrons veulent. On veut tout que les collaborateurs se surinvestissent. Et il faut qu'ils se surinvestissent dans tous les sens possibles, hein, puisqu'il n'est pas derrière une machine, je parle des services, hein, et que sa marge de manœuvre n'est pas limitée par les boutons de la machine et les commandes et les timings, eh bien, il faut qu'il parte dans tous les sens. Et pour ça, on invente l'entreprise libérée. Et l'humour devient une valeur. Il y a encore un article aujourd'hui sur LinkedIn qui parle de l'humour en entreprise. Il faut être drôle et souriant. Voilà. Alors, s'il vous plaît, soyez drôle et souriant parce qu'on a compris que la bonne humeur fait travailler les gens mieux. Et je peux continuer jusqu'à ça. Donc, il n'y a plus de limite. Les neurosciences sont passées par là, malheureusement, et ont compris comment on pouvait appuyer sur certains boutons pour faire se surengager les gens. Et le management, aujourd'hui, a compris qu'il fallait exploiter les moindres opportunités pour embarquer les collaborateurs davantage. Et je vous garantis qu'il n'y a pas d'autre enjeu là derrière que du profit. Le bonheur, le bien-être, l'humour, l'entreprise libérée, etc., ne sont que des systèmes qui ont pour but de permettre à la personne de se surinvestir encore davantage en qualité et en quantité. Et si vous pensez que c'est pour qu'il rentre souriant soir à la maison, eh bien, on peut en reparler pendant le repas. Les enquêtes de satisfaction donnent pratiquement aujourd'hui tout le temps le même profil. 25% de gens se déclarent être heureux au travail. Donc, very, very nice. 50% pensent aller bien, OK. 20% sont insatisfaits avec des problématiques de présentéisme et d'absence, et 5% sont en souffrance. Messieurs, dames, 5% de gens sont en souffrance dans une grande organisation, donc plus de 100 collaborateurs, en dessous les modèles changent un peu, avec des absences répétées, des burn-out, des maladies de longue durée. Des gens, j'ai des managers qui me racontent ne jamais avoir vu des collaborateurs de leur équipe parce que quand ils ont été engagés, ils étaient malades et ça fait 2 ans et ils sont toujours malades. Donc, des trucs de fou. Je connais quelqu'un qui travaille dans le secteur du handicap. Ils sont 11 personnes pour s'occuper d'appartements avec des handicapés mentaux. Vous savez peut-être un peu en quoi ça consiste. On fait toute la journée le rythme pour que ces gens puissent vivre. Eh bien, ils ont 6 personnes absentes en permanence. Voilà leur réalité. Donc, on se demande comment ça marche. Hein. Voilà. Donc, on a 5% de gens qui sont en souffrance. Et ce qui est préoccupant, c'est que la portion jaune, les 20%, est en croissance. C'est une tendance en augmentation. Donc, le réservoir du rouge, là, les 5%, est en train de s'alimenter. Donc, on sait qu'on va dans des situations de santé où les collaborateurs vont être de plus en plus sollicités et avec des problèmes maladie derrière. C'est un vrai problème. Il faut imaginer que quand j'ai commencé ma carrière sur la problématique du bien-être au travail en 1998-98 pour nos amis frontaliers, eh bien, des patrons m'appelaient pour me dire « Monsieur Blanc, on a 3,5% de taux d'absence et c'est une augmentation de 2/10 depuis l'année passée. Qu'est-ce qui se passe? Que peut-on faire ?» Je vous garantis qu'aujourd'hui, quand ils ont 3%, ils ne m'appellent pas. Hein. C'est merveilleux, nous ne changeons rien. C'est fantastique. Ils ne nous appellent pas. On a des situations d'entreprise à 10, 12, 15%. Moi, je me souviens avoir lu dans la presse française, sur les communiqués d'économie d'entreprise, il y a 15 ans, des entreprises qui avaient 15%, et nous, en tant que patron suisse, on se disait « Ah, c'est la France, c'est mauvais. Tu vois un peu, nous, ça bosse. » Enfin, voilà. Bon, on y est, mais on est plein dedans. Hein. Dans un hôpital cantonal universitaire que vous connaissez tous bien, il faut quand même savoir qu'il y a 800 personnes qui manquent chaque jour, quoi.
Et j'insiste, avant Covid, hein, je ne suis pas en train de parler de la vague Covid. Donc, aujourd'hui, vous pouvez sortir d'ici tout à l'heure, après le repas, et dire à qui vous l'entendez qu'une profession cadre ou une profession expert, c'est un métier à risque pour la santé. Si vous avez quelqu'un de votre famille ou un de vos proches qui dit « moi, je veux être manager et mon rêve, c'est ça », eh bien, il faut qu'il soit conscient qu'il est dans une profession exposée pour sa santé. Psychologiquement, c'est exposé. S'il est solide, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est pas le secret. Il va avoir les épaules larges. Mais croyez-moi, aujourd'hui, pour être manager, il faut être manager et être fait pour ça. Le dernier recrutement que j'ai fait pour le Conseil d'État, j'ai dû faire un assessment pour un poste de numéro 1. La personne que je reçois est en arrêt maladie à 50% et postulant. Je l'interroge et on commence à rentrer sur la question de la maladie et du risque. On a fait 20 minutes de discussion, elle a retiré sa candidature parce qu'elle s'est rendue compte, cette personne, qu'elle n'avait pas considéré l'investissement par rapport à sa vie privée et par rapport au risque santé, parce qu'on sait que les gens ne tiennent pas. Aujourd'hui, on a des services dans des entreprises où les gens ne tiennent pas. Voilà, ils savent que leur durée est limitée. Alors, le problème, là je reviens sur le Covid, c'est que tout ce que je vous dis là, malheureusement, est pris à partie à cause de l'effet Covid. On a un effet d'augmentation des dépressions qui arrive, tout à coup des gens décompensent d'avoir tenu comme ça la boutique pendant ces 2 ans, et puis il y a une phase de gens comme ça qui sont en dépression. Les jeunes, beaucoup sont touchés par cet effet Covid. Et puis, on a quand même cette question du sens que les gens donnent au travail par le fait qu'ils ont vécu des mois en télétravail, dans un équilibre professionnel-privé qui était un peu différent. Et l'idée de revenir dans un terrain très fort, aujourd'hui, où il faut rattraper le temps perdu, perturbe énormément de gens, cadres employés, hein, hommes ou femmes, ce qui fait qu'on a une frange de la population active qui est fragile. Et on le voit très bien dans les consultations. Alors, les secrets par rapport à tout ça. Mais avant d'entrer là-dedans, moi, j'aimerais bien prendre 1 ou 2 questions, comme ça, je peux souffler un peu. Alors, je regarde, tiens, Toine, s'il y a des questions, passez-moi 1 ou 2. Oui, alors... S'il n'y en a pas, vous écrivez sur le site, dépêchez-vous de poser des questions. Alors, il y a une question d'un étudiant qui s'appelle Alex, la question c'est, considérons la satisfaction au travail, est-ce que certaines industries sont plus touchées que d'autres, exemple médecine, finance? Oui, alors c'est juste d'entrer sur cette question. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. La première, est-ce qu'il y a des services ou des secteurs de l'économie qui sont plus touchés? La réponse est oui. La réponse, la réponse entre guillemets logique académique, c'est de dire les gens qui travaillent avec des gens sont dans des situations plus difficiles en termes de pénibilité que les gens qui travaillent avec des choses. Parce que travailler avec des gens, c'est dur. Ça bouge tout le temps, ça dit toujours des choses différentes du jour à long. Ça râle, voilà, bon, c'est compliqué. Alors, si vous êtes, par exemple, dans les soins, avec des gens en souffrance, on sait que la pénibilité d'emblée de jeu est plus élevée, et donc on ne part pas du tout dans les mêmes conditions de satisfaction ou d'insatisfaction, parce qu'il va falloir avoir un contexte de travail qui compense cette difficulté. Hein. Alors que si vous travaillez dans l'industrie du luxe et que vous fabriquez, je ne sais pas, des bijoux ou de l'horlogerie de luxe, eh bien, vous êtes dans un domaine beaucoup plus valorisant, beaucoup plus calme, il n'y a pas de difficulté, et donc la pénibilité d'entrée de jeu est plus faible. Mais si vous êtes dans l'industrie qui est difficile, produits toxiques, etc., ben, il y aura une pénibilité aussi. Donc voilà, chaque secteur a une caractéristique des emplois qui crée son environnement, et donc il va avoir des niveaux de satisfaction, d'insatisfaction différents, et ces niveaux d'insatisfaction seront provoqués par le soutien de l'organisation par rapport à ces gens. Ce qui n'est pas... Dans les soins, on sait que c'est actuellement très, très difficile, par exemple. Ça a toujours été, mais évidemment que le Covid, c'est pour répondre. Est-ce qu'il y a une autre question qui vient du public ici ou bien de... Non? Pas d'autres questions? Il n'y a qu'Alex qui s'est dévoué pour tout le monde. C'est un ami, je lui avais dit de me poser la question. Alors, je reviens à tout ce contexte qui est difficile. Oui, allez-y. Oui, mais avez-vous une solution? Non. Il n'y a pas de solution. Non. Donc, il n'y a aucune formule. Non, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on fait là. Merci, on vient manger. La solution, c'est ça, c'est manger. Non, je vous avoue vraiment que
c'est vraiment compliqué. J'ai des tonnes de coaching, de consultations, des gens viennent nous trouver avec cette question-là, où ils nous disent, mais vous qui êtes partout dans les entreprises, on a plus de 1000 clients, dites-moi où aller travailler. Alors, sérieusement, je ne sais pas où leur dire aller. Le monde du travail aujourd'hui, c'est quand même un environnement sur lequel il faut être prêt et conscient en tant qu'individu. Alors, je rigole un tout petit peu sur la solution. Il y en a une, en vérité, qui est qu'on considère son emploi avec les risques et les atouts que ça présente, et pas comme un salaire et un revenu, puis un truc sympa pour aller passer, parce qu'on aime bien son métier. Je veux dire, quelqu'un qui aujourd'hui a fait des études, qui sort de l'Uni ou qui sort d'une formation qualifiante, s'il rentre dans l'emploi la bouche en cœur, comme ça en se disant c'est chouette, j'ai un salaire, et puis je vais pouvoir faire ce que j'aime, ce que j'ai appris, bah, cette naïveté va lui coûter cher, parce qu'il va entrer dans un univers qui va le dépasser. De surcroît, je reviens, de surcroît, si lui, il a une posture là-dedans qui est un peu décalée par rapport à cette réalité, parce que voilà, il est un peu naïf ou il est un peu indifférent, bah, ça va créer une tension immédiate. Donc, en fait, tous les paramètres de l'emploi par rapport à il y a 20 ans sont exacerbés. C'est toujours plus en moins de temps, ce qui fait que tout est plus compliqué. Mais vous vouliez continuer? Oui, parce que là, on parle bien de manager en entreprise, mais on peut être manager tout seul, l'entrepreneur. Ça, c'est pas la solution. Alors, tout seul et puis de gérer ceci plus. Alors, c'est le conseil que. Oui. Souvent, c'est le conseil que je donne. Je dis, mais à un moment donné, il faut s'interroger sur ce qu'on attend de l'emploi et par où ça peut passer. Mais on a autant de burn-out de gens seuls. Vous avez entendu cette vague terrible d'agriculteurs qui se suicident, tellement les conditions sont horribles. J'ai appris que la profession d'architecte est le taux de suicide le plus élevé de Suisse, les architectes. Voilà. Donc, les indépendants n'ont pas gagné la partie pour autant. Mais il y a une piste, parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont avantageux dans l'indépendance, notamment si on n'a pas de souci d'argent, c'est facile, hein, mais ça change beaucoup, hein, ça change énormément. Si vous avez des soucis, c'est beaucoup plus compliqué. Mais enfin, la solution pour nous, qui est celle qu'on défend, c'est de dire chacun de nous doit se préparer psychologiquement et physiquement à être embarqué dans une aventure professionnelle pour y avoir du plaisir. C'est-à-dire que, je prends un exemple un petit peu facile, mais vous êtes un sportif, vous dites, allez, je veux me faire Sierzinal, parce que j'adore la montagne, je cours souvent, je me prépare. Bon, ben, voilà, comme toute personne intelligente, je vais surveiller mon alimentation, je vais courir un peu à l'avance, je vais avoir des copains qui le feront avec moi. Enfin, il y a tout un dispositif que je vais faire qui va me permettre d'avoir du plaisir et de faire Sierzinal. On ne va pas y aller en disant, tiens, je vais m'acheter une paire de baskets chez Decathlon, puis je m'y inscris demain. Mais ça, c'est ce que fait l'employé normal. Il va chez Decathlon, il s'achète une paire de baskets, puis il se fait le Sierzinal. Et moi, aujourd'hui, j'ai des managers qui se lancent dans des aventures, ils sont contents de leur signer parce que c'était tellement dur de postuler, de passer les assessments puis de l'avoir, et ils se disent, ça y est, les pauvres, ils vont dans le mur, ils ne se rendent pas compte. Je me pose la question, est-ce que les fonctionnaires qui n'ont pas ce souci de se faire vider un jour, y a-t-il là d'autres relations comparées à l'économie, les autres gens qui sont dans... Non, on n'a pas de différence entre le secteur privé et public. En termes de problématiques, c'est la même chose. J'ai même envie de vous dire que dans certains secteurs publics, c'est horrible. Il y a aussi beaucoup de mobiles. Il y a tout ce que vous voulez. Vous avez la panoplie complète des mots MAUX du travail. Allez-y. Il y a une question sur le chat. Alors, mais finalement, si quelqu'un a les épaules pour être manager, être sûr de lui, fort psychologiquement, n'est-ce pas dangereux car il imposerait sa vision aux collaborateurs? La remise en question, le doute n'est-elle pas nécessaire? En tout cas, ça remet bien en question ce que je viens de dire. Non, mais enfin, vous savez, on voit dans ces personnes, ce n'est pas forcément des managers, hein, il ne faut pas que vous focalisiez sur tout ce que je dis vise le manager. Ça peut être un collaborateur sans responsabilité d'équipe, n'importe qui, un spécialiste, un employé, un conducteur de bus, peu importe, c'est les mêmes problématiques en fait. En gros, plus quelqu'un est zen dans son emploi, toutes ces personnes qui arrivent à avoir ce qu'on a baptisé à ISMAT la sereine performance, toutes ces personnes qui ont les bonnes pratiques et le geste et qui ont une certaine tranquillité par rapport à ça, dégagent ça autour d'eux. Et souvent, je me souviens d'un exemple dans un hôpital, c'était formidable. Je fais un séminaire, j'avais 16 personnes, infirmières, chefs.
d'unités de soins, ce qu'on appelle les IRUS ou ICUS, infirmières chef unité de soins, et ils ont des taux d'absence très importants. Et on fait 2 jours passionnants, ils étaient vraiment concernés, on y allait, il y a des questions. À la fin des 2 jours, on fait un petit tour de table pour dire comment vous avez vécu ces 2 journées, ces nouveaux outils, etc. Et il y a une femme au milieu, une jeune femme, peut-être une des plus jeunes d'ailleurs, qui me dit, écoutez, j'ai trouvé intéressant, mais ça ne me concerne pas. Alors, pouf, ça tombe là au milieu, paf, les 2 jours, ouais, comme animateur, bam, vous dites, allez, c'est la bombe, quoi. Et donc, je l'avais vue pendant 2 jours comme elle était, donc je me doutais bien que ce n'était pas un coup bas, au contraire, c'était un beau témoignage. Je dis, mais racontez-nous, je ne sais plus comment elle s'appelait, je disais, elle me dit, mais moi, je n'ai pas d'absence dans mon groupe. Alors là, vous avez 15 personnes qui la regardent avec des petits yeux méchants. Mais comment c'est possible? Pourquoi? Non, je n'ai pas d'absence. Je n'ai jamais d'absence dans mon équipe. Donc, il faut imaginer que dans ce milieu, ne pas avoir d'absence, c'est marqué impossible. Et en fait, cette jeune femme, avait une pratique tout à fait simple de se dire, chaque fois que je vois quelqu'un qui ne va pas bien, je vais vers lui, je vais vers elle, je discute, j'anticipe. Je lui dis de rester à la maison, je lui organise un jour de reprise, on joue les plannings. En fait, elle fait ce qu'on se démène d'essayer de faire aux gens, de la prévention active, quoi. Mais c'est que du bon sens, franchement, il n'y a pas besoin de faire des séminaires pour ça. Mais elle le faisait parce que peut-être qu'elle a eu une belle éducation sur cette écoute, sur cette empathie, je ne sais pas. Toujours est-il qu'à la fin de l'année, ça fait la différence. Donc, vous voyez, par rapport à la question de cette personne, c'est intéressant parce qu'on voit que quand quelqu'un a une certaine sérénité professionnelle et qui ne se laisse pas embarquer par le stress, par ce qu'on appelle la charge perçue de la charge prescrite, c'est-à-dire que il y a des gens qui se surchargent la tête par les soucis, qui ruminent, etc., et qui fait que leur journée est insupportable. Alors qu'en nombre d'heures effectives, c'est tout à fait jouable. Donc voilà, ces personnages-là sont plutôt rassurants pour eux et pour leurs équipes. Mais c'est facile à dire parce qu'on n'a encore pas la recette. Je vais tenter de vous la donner. Enfin, oui, je vais monter un peu le truc parce qu'après, désolé pour votre argent. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez-y. Hein. Il y a une question? Je ne sais pas, mais allez-y. Finalement, ne serait-ce pas l'employeur de travailler sur ses attentes, mettre l'humain au centre plutôt que la performance et les bénéfices financiers? Voilà, ça fait 20 ans que ça existe, on voit les résultats. Donc, il faut imaginer qu'on n'a jamais dépensé autant dans les entreprises pour la santé et le bien-être au travail. C'est des sommes pharaoniques, des départements entiers sont constitués avec des métiers qui n'existaient pas il y a encore quelques années, les spécialistes, et je ne parle pas du fameux happiness chief officer, je parle d'infirmières santé au travail, d'ingénieurs sécurité santé. Donc, on n'a jamais été aussi bon en matière de santé au travail. J'ai envie de dire, à certains endroits, c'est presque exagéré, quoi. Bon. Et on n'a jamais eu autant d'absence dans les entreprises. Donc, on voit que le système ne fonctionne pas bien. Et l'entreprise peut prendre ça en main aujourd'hui. Moi, c'est notre discours. On dit à tous les patrons, s'il y en a qui nous écoutent, je dis, mais prenez ça comme priorité. Il faut considérer que vous aurez des retombées en termes de bénéfices si les gens sont bien. Vous voyez, mais le problème, c'est que le système économique, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, provoque de telles pressions, de telles difficultés que même ces acteurs bienveillants en tant que patrons ne suffisent plus. D'accord? C'est ça qui est difficile. Ils n'arrivent pas eux-mêmes à aller jusqu'au bout de leur volonté parce que les couches du dessous vont pas sur ça. Donc, qu'est-ce qui reste? Il va rester l'individu. On va devoir s'adresser à l'individu. Or, si l'entreprise s'adresse à l'individu en disant « tu dois être responsable de ta santé pour venir bosser chez moi », lui, il convertit en disant « mais celui-là, il est marrant, quoi. Je veux encore plus de… » Non, donc il refuse cette demande. Il ne veut pas. Si vous mettez en place un programme type abonnement de fitness, les collaborateurs vont dire « ouais, c'est encore de l'esclavage. Ouais. » Donc, l'employeur ne peut pas facilement mobiliser ses propres collaborateurs pour leur dire « gère ta santé ». Gère ton taux d'alcool, gère les produits gras que tu manges, prends pas l'ascenseur, mais marche dans les escaliers. C'est difficile comme message. Le taux d'acceptation n'est pas bon. Tandis que si on vient par une approche un petit peu plus orientée sur les individus, si la santé au travail s'adresse aux individus en tant que personne et pas via l'employeur, et ben là, on a plus de chances d'être entendu. C'est pour ça, aide-toi, elle t'aidera. Il faut que les gens se préparent à ça. Et moi, mes enfants, je les prépare. Ma fille, maintenant, elle est dans le monde du travail. Elle le sait, ça. Elle travaille là-dessus. Elle sait qu'elle
elle doit se coucher pas trop tard, elle sait que voilà, il faut arriver à ça, on en parle, parce que je suis inquiet qu'elle me fasse un burn-out, ma cocotte. Vous voyez? Vous avez une question, non? Non. Allez, on avance un peu sur le script, parce que là, on est parti pour 16 heures, hein, autrement je vous préviens. La première règle, ces gens qui s'en sortent bien naturellement, souvent sans le savoir et de manière inconsciente, en fait, on réalise qu'ils sont intérieurement vigilants. C'est-à-dire qu'ils ont développé, alors pour leur histoire, par rapport à leur caractère, peu importe, mais à quelque part, ils ont un petit peu une vigilance. Et puis quand quelque chose dépasse un peu le standard, paf, il y a une lumière qui s'allume. Et à l'inverse, les personnes qui ne s'en sortent pas commettent plusieurs erreurs. D'abord, elles croient qu'elles sont immortelles et puis qu'elles vont toujours y aller et puis qu'on peut toujours courir. Donc, elles ne s'écoutent pas. Elles ignorent complètement les signaux de leur corps. Vous savez, vous avez tous vu quelqu'un qui se surinvestit. Tout le monde sait qu'il est surinvesti. Et je vois que vous prenez des photos, ce n'est pas la peine, je donne le document. Comme ça, vous allez pouvoir le... Ah, mais c'est pour avoir les gens, en fait. Ouais, c'est beaucoup plus joli, vous avez raison. Faites des photos. Par contre, je les veux aussi. Voilà. Et vous connaissez ces petites phrases, ça va aller, non, non, mais c'est rien, t'inquiète pas, ça ira mieux. Non, mais là, j'ai des dossiers pour ce week-end, mais c'est pas grave. Oui, le week-end passé aussi, mais c'est juste une période comme ça va durer encore 5 ans, je vais préserver. Mais tout ce discours comme ça d'auto-stimulation dans la difficulté et dans le surinvestissement, c'est des personnes qui ne sont pas vigilantes et qui vont souffrir. À l'inverse, les recommandations. Il faut savoir ce qui nous consume et ce qui nous apporte de l'énergie dans une journée ou dans un emploi. Qu'est-ce qui nous consume? Qu'est-ce qui nous ressource? Je me souviens de ce garçon dans une entreprise à Neuchâtel qui a passé un moment difficile et qui s'est repris et qui disait un truc incroyable. Il disait, voilà, moi maintenant, je m'impose à 3 pauses par semaine du repas de midi à sortir marcher, je vais faire 45 minutes, je prends mon sandwich. Bon, ils sont dans une région qui est très sympa aussi, ça se prête bien à les balades, il y a bord de forêt, enfin bref. Donc le gars, il dit, moi je reste plus. Et je discute avec lui, je voyais bien l'idée. Et il me dit, ça a 2 avantages. D'abord, son oxygène, on connaît tous les vertus, mais surtout, il me dit, je sors des histoires de la boîte. Parce que les repas, vous le verrez plus tard, c'est un endroit où tout le monde raconte ses bobos, ses histoires, et on en sort encore pire pour tourner travailler. Et c'est tout bête. L'article 34 heures aujourd'hui. Sur manger ensemble, ça crée de l'ambiance ou ça. Voilà. C'est positif. Voilà. On va aller voir chez 24 heures comment est-ce qu'on porte l'équipe là. Moi j'adore les articles. Il y a deux choses que j'adore, c'est LinkedIn, vous voyez, le monde heureux de LinkedIn, c'est formidable. Et les articles de gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans les entreprises, j'adore. Donc voilà, donc ce document, je ne vais pas vous le commenter parce que vous allez la voir, hein, vous savez plus, mais on va essayer de parler d'autres choses. Je suis un peu critique, mais j'ai des raisons en fait. Pourquoi je réagis si fort là-dessus, c'est vraiment la réalité que je connais dans les entreprises. Quand on va dans la réalité est tellement différente de toutes ces fictions qu'on peut lire, c'est affolant. Les programmes de bonheur au travail, quand vous entendez l'entreprise qui va faire son exposé dans les grandes salles comme ça, avec un parterre de gens qui sont intéressés par ça, et que nous, on est derrière, mais rien n'existe de ce qu'ils racontent. C'est que de la science-fiction. Derrière, on a des gens qui déposent plainte, qui vont au prud'homme et qui font parce qu'ils ont été mobés dans cette même entreprise. J'ai même encore plus dramatique que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis un peu des fois un peu cynique par rapport Mais moi, vous ne voulez pas, je suis complètement abîmé par le monde du travail. Je dois me protéger. Laisser son job à sa place. Ça, c'est terrible. Surtout si quelqu'un est enthousiaste, qu'il est passionné, qu'il a des responsabilités, voilà, c'est terrible. Mais, encore une fois, la recette de ces gens qui traversent ces années comme ça dans des entreprises difficiles, c'est des gens qui ont cette capacité de déconnecter. Et je me souviens très bien de c'est une belle histoire, c'est une secrétaire médicale que j'ai dans un séminaire, je pense que c'était comme un séminaire. Puis on lui pose une question, elle dit « Oh, mais je ne me souviens pas, mais je ne sais pas ce qu'il y a demain, je n'ai pas la main. » Puis la pauvre, elle culpabilisait parce qu'elle était incapable de savoir l'agenda de demain, en fait. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que du point de vue neurosciences, quelqu'un qui est très chargé et très bien organisé, dès le moment où il prend rendez-vous avec lui-même sur des tâches à faire demain, il peut fermer ce qu'on appelle une boucle de stress. Il boucle, puis tant qu'il n'a pas son agenda, voilà, pas de problème. Si vous avez confiance dans votre agenda du rendez-vous qui est pris pour demain, vous oubliez votre charge de demain. Ça viendra sur le genre. Et notamment, les gens du médical bossent beaucoup comme ça. Et c'était drôle de voir, elle était tout à fait détendue, cette femme, mais elle ne portait pas dans sa tête tout le stress de la journée de demain, puisqu'il était rangé dans son planning, en fait. Donc, laisser son job à sa juste place, c'est aussi ça. C'est être capable de se déconnecter
tout en retrouvant tout le plaisir qu'on aura. Les erreurs courantes, c'est les gens qui sont connectés en permanence. Alors moi, le premier, évidemment. Enfin bon, moi, je suis un peu une exception. J'aime trop ça et j'ai longtemps que j'ai fait attention. Mais le fait d'avoir cette connexion permanente est très envahissante. Il faut que ces gens qui sont en surcharge sortent des écrans. Voilà, il y a plusieurs autres petites choses qui sont parlantes, je pense, pour certains. Mais il faut être capable de faire cette coupure. Alors, c'est très facile à dire, c'est excessivement difficile à faire. Mais alors, par exemple, il y a des gens qui me racontent que le fait de sortir en vélo, de partir en vélo depuis leur travail chez eux, c'est le sas. En fait, on va le voir dans un instant. C'est la possibilité pour eux de se fabriquer un sas. J'ai la même chose avec les gens qui prennent le tram. Ils disent, ouais, moi, j'aime bien prendre le tram parce qu'au fond, je prends le journal ou je regarde les news et je déconnecte. Donc, certains trouvent des petits rituels comme ça qui leur permettent de faire la coupure. Alors maintenant que le télétravail, c'est très compliqué parce que la coupure en tram et en train, c'est compliqué. Il faut aller promener le chien, quoi. Voilà, il faut trouver un truc pour sortir. Mais c'est compliqué. Alors, l'autre recommandation, c'est de savoir se dire non. C'est-à-dire qu'une des choses qui empêche la déconnexion, c'est toutes les urgences. Il faut savoir que l'entreprise est une usine à urgence. C'est une usine de très haute complexité pour fabriquer les urgences. Complètement inutile d'ailleurs, mais des urgences. Et donc, si soi-même, nous ne sommes pas capables de nous dire non par rapport à l'urgence de l'autre, ben, on ne les connecte plus jamais, en fait. Donc, il faut trouver cet endroit en soi pour dire maintenant, je me dis non. Ce n'est pas dire non aux autres. Vous avez tous connu ces histoires. Il faut savoir dire non. Mais ce n'est pas dire non aux autres. Hein. Ce serait nouveau, ça. C'est se dire non, d'abord. Non, je ne suis pas OK avec ça. Alors, des petits trucs comme ça qui sont bien, trouver un moment de plaisir quand on sort du travail, voilà. Fuir les groupes de collègues qui se plaignent, hein, c'est l'inverse de l'article de 24 heures. Il faut savoir. Une des problématiques aussi, c'est l'exigence avec soi. Alors ça, il y a eu beaucoup de publications sur le perfectionnisme, sur l'impact des gens perfectionnistes dans leur vie et dans leurs proches aussi. Notamment, c'est un des variables du burn-out. Hein, vous le savez, le perfectionnisme n'aide pas pour le soulagement. Donc, la notion de perfection, de tout doit être bien fait, c'est la suicitude, ça. Hein, mais quand on avait le temps, ça allait. Maintenant, on a moins le temps, donc ça complique un peu les choses. La notion aussi de reconnaissance par rapport à la précision, par rapport à la chose bien faite, ça vient de l'éducation. Hein. Vous savez que, par exemple, peut-être savez-vous pas que les gens qui sont sujets au burn-out sont des gens qui ont eu des parents qui travaillaient, qui étaient indépendants et qui avaient comme valeur le travail le soir à table. Et comme enfant, ils entendaient ça tout le temps. Donc, évidemment, quand ils sont adultes dans leur vie, bah, quelque part, le schéma il est fortement inscrit en arrière-plan et ils le reproduisent puissance 1000 hein, encore, parce qu'il faut dépasser ça. Et ça provoque énormément de tourments, ça. Avec ces notions de tout le temps dépasser les standards, il faut faire un peu mieux. Vous savez, ces fameux trucs, on ne peut pas te mettre à la meilleure note parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien. Tu n'auras pas 10, tu auras 9, ou tu n'auras pas 6, tu auras 5, ou 5,5. Donc, ça ne peut pas être parfait. Ça ne peut pas être parfait. Voilà. Là, il y a un lessivage de cerveau qui fait qu'à un moment donné, alors tout va bien quand on n'a pas de pression, ce n'est pas un problème. Quand quelqu'un est dans une entreprise où c'est tranquille, ce qui n'existe plus, mais enfin, on peut imaginer pour l'exemple, ça se passe très bien, ce perfectionnisme, ce n'est pas dramatique. Tout comme la personne qui travaille chez lui, dans son atelier, ou qui a une passion, il le fait avec perfection, bah, c'est très bien. Le problème, c'est qu'en situation de surcharge permanente des organisations, ça devient un truc catastrophique. Ça devient et les gens qu'on a malheureusement en consultation qui sont partis sur le bord, souvent, pas toujours, souvent, ici se trouve une des raisons pour laquelle ils ont glissé. C'est dans leur niveau de qualité et d'attente qu'ils se font en eux-mêmes. Donc, les recommandations, il faut savoir demander ou fournir la qualité sans être perfectionniste. C'est vraiment le point qu'on doit travailler. On vous dit pardonnez les erreurs des autres et les siennes, parce qu'évidemment, c'est les gens qui sont très jugeants aussi vis-à-vis des autres. Forcément, hein, si on aime la perfection, on va voir les défauts des autres. Hein. Et puis, il faut se rendre assez fier de soi quand on peut, parce qu'il y a très souvent, dans ce défaut, une absence complète d'estime de soi. Donc, on n'est jamais content, avec des histoires terribles de gens qui ont fait des choses exceptionnelles et qui se sont annihilés complètement, alors que l'ensemble des gens pensaient qu'au contraire, ils étaient extraordinaires. Donc, être moins exigeant avec soi dans son point. Un élément qui est moins connu, c'est être capable de s'entourer de personnes ressources. Il y a plusieurs études assez intéressantes, il faut que je me souvienne du nom, études américaines sur
ça va me revenir, sur 1 million de personnes qui ont rempli un questionnaire pour savoir les raisons qui faisaient qu'ils étaient fidèles à leur employeur. Et une des raisons parmi les 10 citées, les 10 premières, c'est que j'ai un très bon ami au travail. Sous-entendu, j'ai quelqu'un qui m'inspire ou j'ai quelqu'un qui est un repère pour moi, un mentor. Voilà. Et une des bonnes capacités de ces personnes qui vont bien, c'est qu'ils ont tout un tas de gens ressources de l'organisation qui sont pour elles des soutiens. Alors, les erreurs courantes, c'est qu'au contraire, comme ça ne se passe pas bien, ben, on a tendance à s'isoler. En fait. On se replie, on s'isole. On n'ose pas demander de l'aide parce qu'on pense qu'au contraire, c'est une faiblesse. Donc, voilà toute une série d'erreurs classiques. On s'isole aussi dans la vie privée ou alors on est embarqué par des personnes toxiques. Donc, vous voyez tout l'inverse du truc. Alors qu'au fond, les gens qui sortent très très bien dans cette situation d'entreprise un petit peu bousculée, c'est les gens qui ont des mentors ou des alliés. Donc, ils ont mais ça peut être des personnes de même niveau, hein, c'est pas forcément un collaborateur, un collègue, voilà. Des gens qui présentent pour eux des repères importants, qui sont inspirants, avec lesquels ils peuvent se confier. Voilà, il y a quelque chose dans le lien qui est très très important. On voit d'ailleurs chez les indépendants, il y a beaucoup d'indépendants qui quittent leur statut d'indépendant parce que la solitude de l'indépendant est terrible. À un moment donné, ils cherchent à rejoindre des entreprises pour pouvoir retrouver des pairs, en fait. Et construire des relations. Alors, dans cette chose, ce point 4 sur les personnes ressources, la réaction de cet homme qui partait marcher, c'était l'inverse, c'est-à-dire je fuis tous les gens toxiques, en fait. Ils nous entraînent là-dedans. C'est déjà dur, mais si en plus on rentre dans leurs histoires, on les écoute, on ne peut pas, moi je ne suis pas psy, voilà, il me disait, moi je ne peux pas, je fuis ces gens-là pour éviter cette problématique. Le point aussi qui est assez sensible, le 5, il fait écho aux présentations tout à l'heure. J'écrivais un peu ce monde du travail qui évolue. La problématique, c'est les nouvelles technologies. C'est un facteur de stress très important. Beaucoup de personnes ne sont pas familières aux nouvelles technologies, aux nouveaux logiciels, aux nouvelles applications, aux nouveaux modèles, aux nouvelles règles, aux nouvelles dispositions. Bref, il y a des nouveautés partout. Et 6 mois plus tard, c'est encore des nouveautés. Donc, on a une situation de stress importante où les gens, à cause, alors là, on prend surtout le digital, mais sont en dehors du truc. Ils se marginalisent progressivement de ce système par peur et ils souffrent. Donc, il y a tout un ensemble de dispositions auxquelles il faut se préparer pour être dans le circuit, en fait, de digital, des outils digitaux, des écrans, etc. Alors, le smartphone, c'est le premier... Quand on parle du smartphone comme l'humain augmenté, hein, c'est vraiment le lien entre le digital et l'humain. Bon, bah, c'est un premier garde-fou. Le point 2 sur les réponses avec les fuseaux horaires, c'est une complication terrible où les gens maintenant n'ont plus d'heures pour communiquer. On communique H24 et les gens se sont obligés d'entrer dans le fil de conversation à 23 h le soir alors qu'il n'y a pas forcément d'attente. Voilà, donc on voit que pour toutes ces nouvelles technologies de communication et d'échange, on se rend la vie pénible. Les recommandations, alors vous avez peut-être entendu parler de ces expériences où des gens ont lâché leur mattel pendant 15 jours hein, et ils sont tombés malades d'être déconnectés tellement ils sont addicts. Bon, on voit bien à quel point c'est difficile en fait. C'est la RTS qui avait fait une émission extraordinaire, mais il y a eu d'autres depuis. Donc il faut apprendre à lâcher sa connexion avec plaisir. Ça, c'est un de mes consultants qui me disait ça, des consultants de la clinique qui disaient, moi j'apprends à mes patients à lâcher la connexion avec plaisir, des petits moments comme ça, pour qu'ensuite ça puisse faire son chemin et qu'on s'habitue à se déconnecter. Mais enfin, je vous parle avec ça parce que je n'y crois plus trop, je pense qu'on va être complètement dominé d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne voit pas tellement de gens, je ne sais pas si ça va être quelque chose pour vous, mais on voit très très peu de gens qui sont capables de se débrancher. Mais c'est un des facteurs de stress très très important et d'usure professionnelle très importante puis vous connaissez toute la problématique des gens qui balancent des mails à tout le monde, voilà, pour se rassurer. C'est compliqué. Hein. Alors, à ça s'ajoute la question c'est un spécialiste en informatique qui disait la révolution informatique qu'on va connaître prochainement, enfin maintenant et prochainement, est beaucoup, beaucoup plus importante que la révolution Word après la machine à écrire. Donc pour ceux qui s'en souviennent, vous avez vu ce que ça fait. Cette révolution informatique aujourd'hui, elle va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus dense que ce que ces gens à cette époque ont connu.
Et Dieu sait si c'était dur. Dieu sait si c'était dur. Moi, j'ai vu des gens qui passaient sur du PC avec la souris sur l'écran, comme ça. Ils suivaient le truc. Parce que la gestuelle, le cognitif n'arrivait pas à fonctionner. En fait. Donc on sent qu'il faut préparer ces gens. Si vous étiez employeur demain, je vous dirais, investissez du temps pour que les gens n'aient pas peur. En coaching et en situation d'interview privée, on a des témoignages de souffrance inimaginables de gens qui ont développé des stratégies pour se marginaliser de la nouveauté et qui, en faisant ça parce qu'ils en ont peur, c'est une collaboratrice qui a une nouvelle machine avec un programme, puis voilà, puis elle fait des stratagèmes pour l'éviter, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour que ça dure, mais en même temps, elle culpabilise tellement parce qu'elle va se faire attraper, puis elle est larguée, donc ils vivent des souffrances terribles en fait, parce que c'est injecté comme ça, nouvelle technologie, débrouillée. Compliqué. Là, on vient sur des choses qui sont aussi assez classiques, mais malheureusement peu appliquées. Ces gens qui sont bien, qui sont sereins au travail, c'est des gens qui ont un très très bon sommeil. Vous savez que le sommeil, c'est la première ligne de front que les médecins surveillent quand quelque chose ne va pas bien, avec les palpitations. Et là, alors, on a des difficultés parce que, voilà, on est au lit le soir à 23h avec son écran, comme moi, comme ça, tout le temps, avec le PC, puis quand la télé est allumée, comme ça, parce que moi, je contrôle tout de suite sur Wikipédia là, ce que les gens racontent à la télé parce que je ne crois plus personne. Je fais ça tout le temps, pas bon. Mais ça, c'est bien, ça. On ne peut pas faire à 23h, on peut le faire à 18h. Mais après, voilà, j'ai appris que 23h, ce n'était pas bien. Que je n'endors pas parce qu'on pose toute la tête. Ah bon. Donc, et le sommeil, c'est vraiment une des lignes de front qu'il faut cultiver. Les siestes trop longues. La théorie de la sieste, j'ai découvert par une de mes spécialistes, c'est très controversé. En fait. Les spécialistes ne s'entendent pas. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas. J'adore la sieste, quoi, mais j'ai compris qu'il fallait faire très attention avec ça. C'est quelque chose qui dérégule le sommeil. Donc, la question du sommeil, c'est vraiment un point important. Et c'est le point où le collaborateur surchargé, c'est le point qu'il doit surveiller en premier. Donc, il faut aller se coucher, il faut apprendre à se coucher tôt, voilà. Il y a quelque chose ici qui est difficile. Dans les consultations à la clinique, c'est le sujet. Pour les gens qui sont en surcharge, en épuisement, c'est le sujet numéro 1. C'est comment récupérer le sommeil pour qu'ils arrivent à retrouver l'énergie. Alors, avec ça, il faut de l'activité physique, extrêmement important. Vous voyez, on privilégie les turbo-siestes de 15 minutes maximum, donc on est loin des grandes siestes qui dérèglent complètement le cycle. Et puis, c'est rigolo, il faut s'accorder des grasses matinées parce que les gens qui sont en situation de stress et de surcharge, en fait, ça n'accorde plus rien du tout. Au contraire, l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, vas-y, gaz. Le week-end, c'est fait aussi pour récupérer le temps perdu de la semaine et donc travailler pour prendre de l'avance sur les mails qu'on n'a pas eu le temps de gérer ces 6 derniers mois. Et quelques temps plus tard, ils sont cuits, en fait. Donc, voilà. Et l'autre problématique qui est compliquée, c'est la rumination. La rumination, alors je n'ai pas du tout de conseils d'experts à vous donner, parce qu'encore une fois, je ne suis pas thérapeute, mais on sait que la rumination occupe une grande partie de l'espace cérébral qui fait que les gens n'ont plus d'autre espace pour l'allouer à un travail plus sain. Et donc, ces gens qui sont sereins au travail ne ruminent pas. Ils ont une capacité à liquider, comme ça, les problématiques, les classer et passer à autre chose, plutôt que les transporter, en fait. Voilà, et puis finalement, la chose que ma grand-mère me racontait tout le temps, qui est extraordinaire, tellement pleine de bon sens, mais tellement difficile aujourd'hui, faire une seule chose à la fois. Et faire une seule chose à la fois, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on est invité à se disperser en permanence. On est en permanence sollicité et dérangé. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous avez eu par le passé l'occasion de faire quelques cours au séminaire sur la gestion du temps, mais enfin, l'interruption est fatale. L'interruption de la concentration, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir. Vous savez que vous perdez à peu près 100% de concentration et qu'après, il faut tout remonter pour retrouver le niveau à chaque interruption. Et aujourd'hui, on est dans le siècle des open space, des portes ouvertes, des venez me voir à n'importe quel moment, je suis là pour vous, mon cher, je vous aime tellement. Venez, ma porte est grande ouverte, alors que je passe mon temps à dire à l'entreprise, fermez vos portes. J'ai envie de leur dire autre chose, mais fermez surtout vos portes. Fermez vos portes, on ne peut pas avoir un haut niveau de productivité en étant dérangé. Enfin, tout un chacun ici a fait l'expérience. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, le système investit l'inverse. C'est être disponible tout le temps, dérangé tout le temps, connecté tout le temps. Donc, on ne peut plus produire. On ne peut plus produire. Et personne n'est à l'abri de ça. Il n'y a pas un cerveau qui est capable d'être en permanence dérangé.
En aviation, je pilote. En aviation, il y a plein d'expériences où on vient déranger exprès pour montrer les erreurs. Et on voit à quel point c'est catastrophique. Donc, il faut que les gens puissent trouver leur moment de concentration et la productivité va augmenter. Je pourrais vous en parler des heures, mais enfin, on va avancer parce que je vois que le temps tourne, parce que j'ai déjà largement dépassé le temps. Ils vont bientôt arriver avec le attends. L'art de réserver du temps pour chaque chose et pas tout faire en même temps. Je dis bien, c'est un art. C'est pas difficile, mais il faut lutter. Je vous parlais tout à l'heure de ces boucles de stress qui sont ouvertes dans la tête quand une préoccupation survient. Ah, il faut ce soir que j'ai envoyé le dossier à la fiduciaire. Ah, il faut que j'aille chercher le sirop pour le gamin. Ah, il faut absolument que je convoque Michel parce qu'il m'a demandé hier et je n'ai pas répondu. En fait, chacun de nous est capable de gérer maximum 8 boucles ouvertes. 8, pas 80, 8. Et souvent, la 8e, c'est ne pas oublier les 7 autres. Hein, donc, ça va vite. Hein. Et vous vous en souvenez, vous avez tous fait cette expérience, vous êtes chargé mentalement, vous avez dit, ah, mais attends, prenez un post-it, puis vous écrivez. Puis au bout de 4, déjà, il n'y a plus rien qui vient. C'est pas possible, j'ai plus de choses que ça, comme ça réfléchir. Hop, on est content de rajouter un 5e, 6e, mais enfin, on ne fait pas des post-it de 50 choses, en fait. On fait de 5 ou 6. Et on est capable de gérer que 8 préoccupations qui tournent en boucle comme ça. Et ces personnes qui s'en sortent bien sont des personnes qui bouclent le sujet. Donc, ils prennent rendez-vous avec eux-mêmes en disant, bah voilà, Michel, je vais le rencontrer à 11h, mon agenda, je mets même ma petite sonnerie 15 minutes avant pour m'avertir de ne pas oublier, parce que je vais l'oublier. Et ça, hop, elle est fermée. Et la même chose pour le dossier de la fiduciaire, hop, elle est fermée. Et on liquide comme ça. Alors là, on est face à des personnes qui sont vraiment des virtuoses de cet exercice. Et qui peuvent... Moi, j'ai rencontré des gens qui transportent des dizaines et des dizaines de projets en route avec des chantiers ouverts comme ça, mais qui sont d'une sérénité totale et sont incapables de vous répondre à la question sur quel projet c'est parce que non, c'est pas, il faut que j'aille voir. Ils rentrent dans le système, ah oui, c'est noté. Parce qu'ils ont réussi à tout boucler. Alors ça, c'est une grande, je ne l'ai pas mis au 7e pour rien, parce que c'est vraiment une grande, j'ai presque envie de dire une compétence par rapport à sa propre santé, à sa propre protection, que d'être capable de gérer ça comme ça. Mais évidemment, quand vous remplissez le rucksack de tous les trucs qu'il faut liquider et qu'on n'oublie rien, ça ne s'en sort pas. L'autre chose, je ne me suis pas trompé, il faut marcher lentement dans les bureaux. Bon. Après, il y a un truc assez sympa de vite aller voir un collègue, etc. Bon, c'est normal. Mais il faut se souvenir de marcher lentement dans les bureaux parce que d'abord, on va gagner sur 100 mètres de bureau, en marchant vite, on va gagner 6 centièmes de seconde à peu près. À la fin de la journée, on a vraiment gagné beaucoup de temps. Mais surtout, on énerve tellement les gens dans tout le temps quelqu'un qui court. Moi, j'avais un patron à l'époque, mais il courait tout le temps. C'est comme dans les bandes dessinées, Gaston Lagaffe, c'est tout juste, on ne voyait pas les papiers qui volaient derrière lui. Mais ça ne sert strictement à rien. Et ça stresse tout le monde, tout le temps. Et c'est aussi l'attitude de quelqu'un qui n'est pas complètement aligné. Il y a un truc qui n'est pas aligné. Quand vous êtes organisé et que vous êtes bien par rapport à votre charge, même en situation de surcharge, j'en veux pour preuve que vous ne trouverez pas quelqu'un de plus calme qu'un urgentiste à l'hôpital. Et si vous vous doutez, allez les rencontrer. Parce que moi, c'est les plus belles rencontres que j'ai faites. C'est les 2 urgentistes de l'HUG avec qui j'ai fait un séminaire. Alors, je peux vous dire, pour les stresser, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Il faut que la lune nous tombe sur la tête. Mais rien ne les stresse. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont dans un débit extrêmement important d'affaires. Par contre, ils le font avec un très grand alignement. Alors, donc, il faut vivre le présent, se déplacer lentement, comme ça permet un petit peu de se raccorder, se lever lentement du bureau. Et il y a quelque chose qui fait qu'on augmente très clairement la productivité. Les urgences ruinent la productivité. Peu de gens le savent, mais quand vous mettez une équipe en situation de stress et d'urgence, puis vous mesurez le nombre de pièces minutes qu'ils ont pu fabriquer, eh bien, vous voyez que la production, elle tombe. En fait. Donc, on n'a pas gagné grand-chose. Ce n'est pas une très bonne opération de dire aux gens, foncez, allez-y, courez, plus vite, c'était pour hier. Voilà. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas productif. Voilà. Se sentir vivre, c'est se sentir fort. C'est cette magnifique citation d'Henri Frédéric Amiel de 1852. Je trouvais assez intéressant. Retrouver ce sentiment d'énergie, de vitalité, d'activité vigoureuse, de santé, de ressort, d'élasticité, de puissance, qui fait le bien-être de la conscience, la section du cœur. Voilà pour la présentation. 7 conseils qui ont l'air de rien, mais qui payent. Donc, je vous invite à y réfléchir. Le document, vous le recevez, vous l'avez à disposition. Certains l'ont mis sur leur table de chevet. Je sais, j'ai eu des retours. Ils m'ont raconté comment ça changeait tellement leur vie.
Je rigole ma moitié, mais c'est quelque chose, on voit bien, vous verrez bien, si vous pratiquez une ou deux choses, si vous reconnaissez les gens qui sont là-dedans, vous allez pouvoir lire certaines techniques, en fait, en voyant leur tranquillité. C'est assez intéressant. Voilà. Quelles sont les questions? Il y a certainement d'autres questions qui sont survenues. Moi, j'avais une question. Quand on entend tout ce qui a été dit, intéressant d'ailleurs, je me demande si on ne gagnerait pas à finalement faire de la prévention chez les plus jeunes. Parce que l'ensemble de ce qui a été cité, l'hyperconnectivité, le sommeil, la course à la perfection, moi j'ai des filles qui ont 9 et 14 ans et je le vis déjà en fait à travers elles qui sont à l'école. Donc finalement, si ce mauvais biais est déjà pris étant enfant, finalement le jour où ils arrivent sur le marché du travail, ils sont quasiment déjà en souffrance, en fait. Je partage complètement. Moi, j'ai deux filles qui ont 24 et 25 ans. J'espère que ça parle à d'autres aussi. Si jamais il y a des questions aussi, en attente, on va les prendre. Pour moi, c'est capital parce que l'école et la formation recensent tous les pires mots que je viens de vous raconter. C'est le terrain extraordinaire du burn-out, de l'épuisement, du suicide, des situations. Je connais des jeunes femmes qui ont fait des anorexies épouvantables parce qu'elles étaient inquiètes d'être dans leurs études. Et moi, de peur de ça, j'ai dit à mes filles, toute leur scolarité, je leur ai dit, je vous interdis d'être première de classe. Je vous interdis d'être première de classe. Elles me disaient, pourquoi papa? Je dis, parce que tous les premiers de classe que j'ai connus, ils ont raté leur rang. J'ai forcé le trait. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu tellement de jeunes élèves brillants partir en vrille. Parce que quand ils faisaient 5,5, ils se considéraient comme nuls. Non, mais je vous jure, incroyable. Aujourd'hui, ma fille rentre en doctorat en anthropologie. Elle a été citée 2 fois comme Nobel Junior. Elle a fait toute sa scolarité à 4,5, 5, 4,5, 4, 3, 5, en faisant 2 heures d'équitation par jour quasiment. La plus belle des scolarités. Elle a fait la plus belle des scolarités, tranquille. Elle est nommée partout. C'est la première étudiante à Nice-Santé qui a été publiée en nom propre avant son master. Elle fait ça, mais tellement zen, c'est extraordinaire. Et je pense, et comme toi, j'ai dit, mais je ne veux jamais que mes gosses partent comme ça dans une direction sans contrôle. Je n'ai eu de cesse que de m'occuper de mes 2 filles. Moi, j'ai 2 filles qui ont grandi avec moi. J'étais père solo, je ne sais pas comment on dit. Et c'était un gros souci. Donc, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, les juniors, et mon vœu le plus cher, c'est d'aller dans les cours, d'aller dans les séminaires, dans des classes de 16-18 ans et de parler de ça. Parce qu'ils sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Pour qu'on puisse poser une question. Non, je vais dans la direction qui vient d'être exprimée. Oui. Je vous fais part de mon expérience aujourd'hui. Volontiers. La première partie de votre exposé, je me suis dit, mais il parle d'un monde que je n'ai pas connu. Et puis quand vous êtes entré dans les solutions, j'ai dit, mais je vais écrire tout ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est l'intensité. Ouais. C'est l'intensité. C'est ça. Parce que, ouais. C'est tellement juste ce que vous dites parce que j'animais des séminaires de gestion du temps. Alors, ça n'existe plus aujourd'hui. Peut-être dans les grandes compagnies d'horlogerie, c'est un truc, ça s'appelle gestion du temps, mais c'est certainement pas du management. Et c'est un peu ça, en fait, à quelque part. Ouais. Mais l'explication, c'est que ça a pris beaucoup plus d'importance que par le passé. Ouais. Et je peux vous dire, moi, je vous avoue, je suis ingénieur génie civil de formation. Donc, section béton armé. Posez-moi pas pourquoi je suis arrivé dans le CIRS, ça va être trop long. J'ai pas pratiqué, j'ai changé tout de suite de direction. Mais quand même, il y a une chose qui est incroyable. En 2010, je crée une société qui s'appelle la Clinique du Travail. Jamais j'aurais pensé, je peux vous dire, messieurs, dames, jamais j'aurais pensé qu'on aurait un jour une cellule d'urgence, ici, près de Lausanne, qui se déploie plusieurs fois par mois pour des suicides au travail. Voilà, jamais je ne pensais. Et vous voyez, à l'époque que vous avez connu, vous n'avez pas connu, je pense, vous n'avez pas connu de gens
qui se suicidait sur le poste de travail avec une lettre sur le bureau du directeur. Eh bien, cette situation, on l'a plusieurs fois par année dans le bassin lémanique. Et l'autre jour, mais c'est horrible ce que je vous dis, il faut arrêter l'enregistrement, s'il vous plaît. L'autre jour, on a un père de, on a une RH qui nous appelle d'une entreprise à Genève, qui tombe sur la directrice de la clinique, Carole Wittmann, et qui lui décrit une situation, on n'a plus de nouvelles, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, elle lui pose 3 ou 4 questions ciblées, elle lui dit, mais appelez tout de suite cet homme, c'est sûrement déjà trop tard. Il était pendu en forêt, père de 4 enfants. Ouais, de mon village à Apple, d'accord, vous avez entendu l'histoire du gars qui s'est suicidé et qui a tué 100 enfants et 100 femmes. C'est un type qui a fait un burn-out, il a fringué toute sa famille. Jamais vous n'avez connu ça. Jamais vous n'avez connu ça. Quand il y a des histoires de France Télécom où on apprenait que les gens s'étaient jetés au bas de la fenêtre, c'était il y a longtemps. On disait, mais c'est quoi ce truc? Ben, c'est France Télécom tous les jours ici. Et ça, c'est la surcharge permanente qui fait qu'il n'y a plus aujourd'hui un seul employé qui finit la pile de travail le soir en sortant de son bureau. Jamais. Donc, il faut apprendre à vivre là-dedans et à traverser. Alors, j'exagère, je parle de trait, mais c'est quand même des signaux quand même. Hein. Des indicateurs, on a des marqueurs aujourd'hui qui sont incroyables. C'est pour ça que je réagis très fort quand j'entends ces entreprises qui viennent avec leur publicité sur l'image de marque, en disant on fait ci, on fait ça, puis nous, le jour d'avant, on est dans l'entreprise pour mobbing ou harcèlement, enfin, c'est horrible, quoi. Et vous dites, mais attendez, c'est quoi ce truc, quoi? Mais personne n'est coupable. Ce qui est le plus incroyable, personne n'est coupable. Du numéro 1 jusqu'au dernier des collaborateurs, vous ne trouvez pas un coupable. On est dans un système, en fait, dont la pression est extrêmement importante. Je ne sais pas si les entreprises un jour pourront sortir leur épingle du jeu en disant nous, on a réussi à être hors du système et on réussit. Je pense qu'on va trouver des boîtes un jour qui vont pouvoir dire voilà, nous on fait ça, et ça marche en fait. On est durable, on est bienveillant, et nos gens sont bien et on ne travaille pas comme des dingues et les gens, nos clients nous apprécient. Je pense qu'il y en a. Mais, Donc en fait, le plus nécessaire qu'il faut faire, c'est apprendre à se déconnecter de ce qu'on fait. Alors, il y a toute la liste, en fait. Ça, ce n'est un de la liste. Mais c'est important. Ouais, c'est important. Je propose qu'on prenne une question en ligne et puis dans la salle, on a l'avantage de pouvoir poursuivre après pendant le repas. Donc, une question qui est venue en ligne, Toine, assez fort. Après tous ces « il faut » pour bien faire, je m'interroge, ces injonctions ne sont-elles pas paradoxales dans une recherche d'un mieux-être? Oui, je ne sais pas. Je dis que je suis plein de doutes, en fait. Mais, je ne sais pas. Il faudrait que j'en sache un peu plus sur ce que cette personne soulève si on accroche cette réflexion à l'employeur, c'est complètement juste. C'est-à-dire que plus l'employeur va faire la promotion du bien-être au travail, plus il y a des chances qu'on trouve de la souffrance au travail. Parce qu'aujourd'hui, il faut être extrêmement… à un moment donné, il faut être clairvoyant. Quand vous dites aux gens, soyez bien, soyez heureux, la cafétéria est ouverte jour et nuit, la fitness aussi, on a même un concierge pour vous qui s'occupe d'aller faire votre lessive pendant que vous êtes au travail. Enfin, tous ces trucs que vous avez vus par le passé, c'est pour faire bosser les gens davantage. Voilà. Donc, voilà. Je disais en conférence à l'affaire il n'y a pas très longtemps, l'addiction au travail, c'est la première ligne qu'on peut mettre sur un CV, tout le monde va vous engager. Hein. On adore les workaholics, ils ne sont jamais dénoncés, mais jamais, jamais, jamais. C'est le rêve pour un patron d'avoir quelqu'un qui est workaholic. C'est complètement admis, ça. Vous ne connaissez aucun patron qui va vous dire j'ai un collaborateur qui travaille trop. Donc, toutes ces actions, je rebondis par rapport à cette notion d'injonction paradoxale, parce qu'au fond, on diffuse un message de bonheur au travail, d'happiness chief officer, mais c'est pourquoi laissez-nous nos bonheurs, arrêtez de nous manager nos bonheurs. Quoi. Je veux dire, c'est hallucinant qu'on ait une disposition de bonheur au travail. Les gens ne veulent pas qu'on leur mette du bonheur au travail, ils veulent qu'on arrête de les maltraiter. C'est très différent. Hein. Mais c'est sur un axe, c'est l'inverse. Hein. Donc, mais personne, ici présent, personne ne demande un programme de bonheur au travail. Par contre, on va dire, écoutez, foutez-nous la paix. Quoi. Donc, c'est effectivement injonction au niveau de l'entreprise. Allez-y sur un autre pour qu'on puisse servir les… Il y a un autre? Je reprends un autre. Voilà, encore une dernière. Mais on aura 4 dernières. Hein. Ne vous inquiétez pas, toujours comme ça. Est-ce que le salaire a un impact positif, je veux dire, sur le bonheur au travail? Non.
Non, le salaire n'est pas une variable de l'épanouissement professionnel. Ça, c'est connu depuis 1970, depuis les travaux d'Herzberg. Je veux pour preuve que si vous salariez trop un collaborateur, il stresse et il donne son congé. Si ça vous fait sourire, vous voulez qu'on en parle, ce sera après le dessert. Mais il y a plein de... Voilà, comment virer un collaborateur, c'est augmenter-le beaucoup. Non, mais c'est vrai, je ne plaisante pas. Le salaire n'est pas une variable du bonheur au travail. L'exemple des bénévoles, par exemple, ils ne veulent pas de salaire, mais ils veulent s'épanouir et être reconnus. Voilà, donc en fait, la notion de salaire, c'est très compliqué. Mais voilà, en gros, pour faire une réponse brève, c'est ça. Ce n'est pas complètement faux ce que je dis, en fait, surtout ça qu'il faut retenir. Une dernière, il n'y a pas de encore. Madame, elle ne peut rien dire. J'ai perdu la main. Vendu à voleur. Et je vois que les participants sur Zoom sont encore là. Ouais, non, les gars, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Ce que vous nous dites là, c'est qu'on apprend en HEC première année. Alors, doit-on modifier la manière d'étudier l'épanouissement au travail? Alors, qu'est-ce qu'on attend en HEC première année? Qu'est-ce qu'on apprend? Exactement ce que je dis, d'être... cette personne pense à se prendre en main, c'est ça? La partie prenez-vous en main votre propre santé ou employeur, développer le bien-être. Je m'excuse, je n'ai pas capté, mais elle n'a pas précisé. Non, elle n'a pas précisé. Mais qu'elle précise vite, là. Alors, en première année, on apprend le management d'être heureux et l'entreprise développe le bien-être. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, c'est en première année, en fait. Alors, quatrième, ils apprennent, c'est pas juste. On apprend par l'erreur. Non, alors, je vais être un tout petit peu plus sérieux. Je pense qu'il y a une responsabilité sociale de l'employeur qui est très importante. Ça fait partie de la durabilité, c'est mesuré en bourse. Hein. Donc, très clairement, aujourd'hui, on voit des actionnaires qui refusent d'acheter des titres de certaines entreprises parce qu'elles maltraitent le personnel. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir. Vous avez peut-être entendu parler de ces applications qui mesurent la satisfaction des collaborateurs inscrits par les collaborateurs, le TripAdvisor de l'entreprise. C'est Glassdoor. Il y en a plein d'autres. Et donc, les directions, les conseils d'administration demandent des comptes en disant à leur direction pourquoi est-ce qu'on a une mauvaise note sur Glassdoor, c'est quoi cette histoire? Et ils sont en train de perdre des points jusqu'auprès des actionnaires. Donc la durabilité va nous sauver une partie du truc. Et la génération qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, comme vous le savez, est très sensible sur la question de durabilité et choisira une carrière dans les entreprises qui sont entières par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui, je pense, va être une brèche dans le dispositif. On n'est pas encore tout à fait prêt, mais ça va s'ouvrir. Alors ça, c'est la quatrième année d'HEC. Voilà. Bravo. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Blanc. On se réjouit pour ceux qui sont ici de pouvoir continuer la discussion fort intéressante. Et les 7 points, je me suis dit, oh là là, et je ne prends pas la seule. Très rapidement, pour clôturer, le 9 décembre, prochaine conférence en hybride. Donc, c'est Jean-Philippe Bonardi, qui est notre ancien doyen de la faculté d'HEC, maintenant co-directeur de E4S, qui viendra nous parler un peu justement de l'Enterprise for Society, le développement, où ils en sont, etc. Il était venu à notre Assemblée générale il y a 2 ans, donc ce sera vraiment maintenant que ça a été lancé la continuité. Et puis aussi notre agenda à venir, donc on a des afterwork avec Fondu, on lance le club de Bâle le 9 décembre aussi, donc c'est formidable et on remercie nos ambassadeurs qui sont tous bénévoles. Le 20 janvier, on a une conférence d'André de La Fontaine qui est sur mobiliser et valoriser vos employés dans leur zone de génie, qui sera aussi intéressante par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui. On n'est pas compétent, on est compétent et on est dans notre zone de génie. Évidemment, ça nous prend une énergie différente. Donc voilà, il y aura aussi d'autres choses qui sont déjà agendées pour l'année prochaine. Donc, merci beaucoup à ceux sur Zoom de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Blanc, pour cette présentation. Et je propose que, pour ceux qui sont là, on mange et on continue. Merci beaucoup. C'est sur